Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 12, MPR, éthique et handicap, un engagement de chaque instant, avec Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale de l'Université Paris-Saclay, Arnaud Mimouni, psychologue et docteur en psychopathologie clinique au CRMPR de Bois-Guillaume, et Pauline Coignard, médecin MPR au CMRRF de Ploemère. Bienvenue. Professeur Hirsch, bonjour. Bonjour. Quelles sont les questions d'éthique qui se posent en particulier dans la pratique de la MPR selon vous ? Quand vous abordez les questions d'éthique, vous les abordez à travers des principes qui sont des principes un peu généraux, des valeurs, la bienveillance, le respect de la personne, la justice, tout un ensemble de concepts qui sont pour beaucoup inspirés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque c'est l'éthique pour servir une personne à un moment, quand on parle de handicap, de haute vulnérabilité. Donc c'est la responsabilité pour l'autre. Alors il y a des situations spécifiques qui font que le processus de décision va être éclairé par tel et tel type d'argument. Mais il n'y a pas une éthique en soi. Il y a d'abord de bonnes pratiques professionnelles qui doivent servir une personne qui se trouve souvent dans une situation où elle ne pourra pas participer elle-même à la décision qui la concerne d'un point de vue vital. C'est-à-dire dans l'instant présent, sa vie, mais également les conséquences quelquefois de réanimation ou de réadaptation qui la laisseront dans des situations de dépendance et de handicap. Donc vous avez l'éthique de l'instant présent, l'éthique de l'immédiate, peut-être d'une certaine urgence, et puis une éthique qui va être dans la profondeur du temps, avec des évolutions et des choix. Est-ce qu'on va dans tel sens? Est-ce qu'on est intensif ou est-ce qu'on n'est pas intensif? Ça veut dire la collégialité et la réflexion. C'est-à-dire, à minima, il faut pouvoir éclairer et argumenter une décision. Il faut pouvoir la justifier d'un point de vue moral, pas d'un point de vue légal, parce qu'on est dans des situations quelquefois où la question du légal ne se pose pas comme elle se poserait dans d'autres circonstances d'exercice de la médecine. Mais l'éthique, c'est une éthique aussi pluridisciplinaire. Donc il y a les valeurs universelles, et chacun de son point de vue, le psychologue, le médecin, l'aide-soignant, le kiné, l'ergo, tous les professionnels qui sont mobilisés au service de la personne pour la réhabiliter, la réadapter, essayer de viser une réinsertion sociale, tous doivent, avec leurs compétences et avec leur humanité, essayer d'ajuster la position la meilleure, tenant compte également, et dans les domaines qu'on évoque, c'est essentiel, tenant compte des proches. Et les proches, ça peut être le conjoint, ça peut être aussi les enfants. Donc, si vous prenez une décision pour une personne en situation de handicap, la fratrie est touchée. Et donc, l'environnement est touché. Et donc, il faut prendre conscience que l'idéal de l'éthique, c'est l'autonomie de la personne, la liberté de la personne ou la liberté à retrouver. Mais lorsque vous savez que tout va être limitatif et conditionné par la qualité d'un soin, la qualité d'une attention, et qu'il faut maintenir le fil de l'espoir, et cet espoir qui quelquefois file au jour le jour, parce que c'est quelquefois dans la durée qu'il va falloir être éthique d'une certaine manière, vous voyez que les défis sont infinis. Donc on est des situations extrêmes, et face auxquelles l'éthique doit être extrême aussi, dans son questionnement, dans son exigence. Arnaud Mimouni, bonjour. Bonjour. Quels sont les outils dont les soignants disposent pour assurer cette éthique ? L'éthique, c'est avant tout un engagement personnel. C'est le premier outil, c'est la personne, mais dans un collectif. Et donc après, les institutions peuvent créer leur collectif, mais ça doit être une éthique aussi qui doit se faire déjà dans l'échange, dans le travail clinique et pluridisciplinaire, avec les patients, avec les proches également. Après, il existe aussi d'autres instances, des instances régionales, par exemple. Donc, il existe différents niveaux. Mais le premier niveau, c'est l'engagement personnel, me semble-t-il. Docteur Coignard, bonjour. Bonjour. Dans la pratique des médecins MPR, comment se concrétise cette prise en compte de l'éthique au quotidien et comment évolue-t-elle ? En tant que soignants, nous intervenons auprès d'un patient, que nous soyons médecins, infirmières, aides-soignants, paramédicales. Donc, nous avons des équipes pluridisciplinaires formées de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues. Quelle que soit la personne qui intervient, elle intervient dans un système auquel participe aussi le patient, avec, on va dire, sa compétence de patient, et la famille,
avec sa compétence de famille. Et c'est ce système qui évolue tout au long du parcours du patient, qui peut être long, puisqu'il démarre souvent par un événement traumatique aigu dans un service hospitalier. On va les recevoir très tôt en post-hospitalier dans nos services, jusqu'à la phase de réinsertion, qu'elle soit sociale, professionnelle, dans la famille ou en institution, lorsque c'est le choix qui a été fait pour la personne. Donc on voit que ce système, il est dynamique et que les décisions sont à prendre à chaque instant, à chaque étape de l'évolution de la personne. Professeur Hirsch, comment faites-vous pour respecter une certaine éthique au niveau des différentes phases en fait, que connaît le patient? Parce qu'il y a des phases qui sont plus ou moins de grande urgence et il faut pouvoir rester constant au niveau de son éthique. Comment est-ce possible? D'abord, et c'était clairement dit, il faut reconnaître la personne là où elle se situe comme elle était jusqu'à présent. Quand vous avez des handicaps qui ne permettent pas à la personne, du moins en prenant l'intention de pouvoir s'exprimer, il faut essayer de comprendre qui elle était, quels étaient ses choix de vie, quelles étaient ses préférences, à quoi elle était attachée. Et là, les familles sont très importantes. Elles vont restituer cette parole, quelquefois, qui, à un moment donné, d'une manière temporaire, sera enfouie dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer. C'est un point très important de savoir qu'on s'adresse à une personne qui, à un moment de son existence, et que beaucoup des décisions qui vont être prises conditionneront le futur. Donc, c'est pas uniquement les professionnels qui peuvent, entre eux, en décider. Ce que les professionnels peuvent apporter, c'est leurs compétences, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont un art, c'est leur métier, ils ont l'expérience de savoir, pour d'autres malades qui présentaient les mêmes tableaux cliniques, ça s'est passé plutôt de cette manière que d'une autre, tout en sachant que chaque situation est singulière et qu'on ne peut pas préjuger a priori, et c'est toutes les incertitudes. Vous voyez, c'est pas de l'étude de l'éthique de la certitude, c'est une éthique qui va se construire, se co-construire, s'élaborer au jour le jour. Donc dans l'urgence, la décision, en général en matière d'éthique, c'est de tout faire pour que la personne survive. C'est-à-dire on mobilise absolument tous les moyens, si c'est justifié, parce qu'il y a aussi une pertinence à intervenir, mais en général, il y a une phase vraiment très active, et à un moment donné, on fait un bilan en se demandant où on se situe. Est-ce que c'est encore justifié d'aller plus loin, ou est-ce qu'on est plutôt dans une certaine forme de régression de l'intensité des soins? Ça, c'est pour la première phase. Puis ensuite, les choses se stabilisent, on a plus de perception, mais pour certains malades, pour les personnes atteintes, par exemple, on avait vu pour M. Vincent Lambert, tous les débats sur où il se situait par rapport au handicap, par rapport à sa conscience, par rapport à la réversibilité ou pas. Vous voyez, il y a des longues périodes. Et le difficile, c'est d'envisager ces longues périodes. C'est-à-dire, dans l'incertitude, certaines personnes disent « Moi, j'aimerais jamais vivre cette situation. Quand on se porte bien, on est derrière un micro. » Mais est-ce qu'au moment où la personne vit ce qu'elle vit et dont elle ne peut pas véritablement témoigner, est-ce qu'elle ne souhaiterait pas qu'on continue? Vous voyez les énigmes. Mais peut-être qu'elle souhaiterait au contraire qu'on arrête, si on lui demandait, pour éviter d'être un fardeau, une charge pour sa femme, pour ses enfants. Vous voyez l'ambiguïté, puisqu'on doit prendre une décision pour l'autre, en essayant de pressentir à travers un certain nombre d'éléments, et je me réfère encore à l'affaire de M. Vincent Lambert, vous voyez, la complexité. Les parents ressentaient quelque chose, la femme qui était le plus proche ressentait autre chose. In fine, on n'avait pas des directives anticipées, et même s'il y avait eu les directives anticipées, peut-on anticiper l'inimaginable, ce qu'on ne se représente pas nous-mêmes autour de ce micro. Donc pour vous dire la complexité, il y a la situation de crise, une situation d'urgence où on doit mobiliser les compétences, mais aussi les compétences humaines. Parce que pour le proche, pour les proches, c'est insupportable. Quand vous êtes dans la salle à côté d'un service de réanimation, ou quand vous êtes comme Marie Imbert qui est restée pendant des mois à aller rendre visite à son fils à Berck, vous imaginez que on n'est pas dans l'abstrait, on est dans le concret, il n'y a pas de bonne réponse. Ça, c'est le premier point. Et donc on va progressivement évoluer vers des pratiques avec des étapes. On se fixe des niveaux d'intensivité d'intervention, et ce qui est visé, c'est le préférable. Et le préférable, c'est quand on a plus de lisibilité, c'est ce que les médecins disent. Progressivement, la situation de l'urgence, elle se stabilise, on voit mieux le profil de ce qu'est l'état de la personne à un moment donné, ce qui va être possible à mobiliser en termes de réadaptation, d'adaptation ne serait-ce que de son environnement à la maison. Peut-être même, quand c'est dans les belles situations, on peut envisager un retour à la vie normale, à une certaine forme d'activité avec des équipements, avec tout un environnement adapté. Vous voyez. Et c'est là, il faut prendre en considération que c'est pas qu'une affaire médico-soignante, c'est aussi des solidarités sociales.
comment on va soutenir la famille qui va se trouver quelquefois dépourvue économiquement, parce que quand votre père il a eu un grave accident et qu'il est en situation de handicap, c'est un revenu, c'est un équilibre, c'est le fait d'avoir un père dans une famille. Voilà. Je me permettais toutes ces petites considérations pour dire l'éthique, c'est pas uniquement l'éthique médicale, c'est la prise en compte globale d'une multitude de circonstances et qui vont évoluer le jour le jour, quelquefois d'une manière défavorable et quelquefois d'une manière, j'allais dire, favorable, donc péjorative. Donc comment maintenir un cap ? Comment trouver du sens ? Comment, pour un soignant qui, chaque jour, voit la personne dans la capacité vraiment de progresser comme il le souhaiterait, il trouvera encore de l'envie de la soigner. C'est tous ces dispositifs, c'est toutes ces réalités qui font qu'il n'y a pas une éthique, il y a une réflexion, et que la réflexion, et je termine sur ce point, elle doit être partagée, et elle doit être, et c'est ce que vous disiez, elle doit être dans une dynamique de l'engagement. C'est-à-dire, c'est ne pas abandonner la personne, mais c'est pas non plus s'acharner. Vous voyez, les équilibres compliqués. Vous parlez d'engagement, évidemment, du côté des soignants, aussi du côté des proches par définition. Cela doit passer par un certain nombre de réflexes, en fait. Comment encourager le fait que l'éthique passe par des réflexes plutôt que par une réflexion à chaque étape ? Il n'y a pas de réflexe en matière d'éthique, parce que l'éthique, c'est la réflexion. Il peut y avoir des réflexes pour un bon professionnel. Il ne va pas chaque fois se poser la question, est-ce que je fais, est-ce qu'on ne fait pas ? Ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc il n'est pas dans l'improvisation. Mais par nature, l'éthique, c'est quand il y a l'incertitude et du questionnement. Donc vous ne pouvez pas avoir des réflexes. Sans ça, c'est du systématisme et vous n'êtes pas dans l'éthique. Donc si vous pensez qu'il y a un guide d'éthique qui va dire dans telle situation, il y a telle réponse, on n'est plus dans l'éthique. Et c'est ça la difficulté. Alors que le professionnel est un professionnel qui est aguerri, qui sait, qui a ses guidelines, il a ses lignes de conduite, il a sa réflexion éthique. Mais ce qu'on attend, si demain vous avez un accident, vous attendez pas que le réanimateur se pose des questions métaphysiques, d'éthique. Vous attendez d'abord qu'il vous apporte les meilleurs traitements. Et ensuite, qu'il se pose des questions éthiques sur la gradation des traitements et sur les conséquences. Et vous voyez, je termine sur ce point, mais nos collègues ils vont dire mieux que moi ce que j'essaie de bien définir. Vous avez en matière d'éthique une distinction à faire entre la finalité d'une action et les conséquences. Quand vous êtes le proche de quelqu'un qui vient d'avoir un accident, la première question, est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? La deuxième question, mais à quelles conditions aussi ? Et qu'est-ce qui sera après ? Il ne faut pas oublier que dans les handicaps lourds, l'après, c'est le père qu'on a connu, on ne pourra plus parler avec lui. Il ne se rappellera pas de ce qui s'était passé avant. Donc son identité, donc notre identité, va être totalement bouleversée par cette réalité, qui n'en est plus tout à fait une. Ces deuils qu'il faut faire. C'est là où les psychologues doivent accompagner aussi les familles, les renoncements. C'était un grand sportif, il sera en fauteuil roulant, voire il sera dans son lit. Vous voyez, tous ces éléments montrent la complexité et donc disent à quel point l'éthique, il faut se la permettre à un moment donné. Il y a le temps de l'éthique, il y a le temps de l'après, mais d'abord il y a le temps de l'action. Et on ne peut pas reprocher à un professionnel aguerri, si c'est une personne qui a 30 ans, peut-être qu'on fera une différence, et c'est aussi une question d'éthique, si c'est une personne qui a 90 ans. Donc peut-être qu'on dira il y a plus à s'engager, à s'investir, parce qu'il y a encore des ressources physiques, psychologiques chez cette personne pour lutter. Vous voyez, c'est la complexité. Donc il n'y a aucune réponse en matière d'éthique. Il y a une interrogation, mais qui doit être partagée. Ce n'est pas à une personne de décider. Je vous remercie pour toutes vos contributions. Vivez, soufflez, respirez. Un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt!